Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la programmation asynchrone à l'aide des mots-clés async et await. C'est dans cette vidéo que nous allons voir la façon la plus moderne de gérer des promesses. Dans un premier temps, on pourrait se demander mais pourquoi utiliser async et await? On a déjà, dans une vidéo précédente, appris à faire de la programmation asynchrone. Et nous avions appris que pour chaîner des traitements, pour des fonctions qui renvoient des promesses, on peut utiliser les points d'N. Et les points d'N reçoivent une callback. À l'aide de cette callback, on peut traiter des résultats renvoyés par la promesse, la fonction asynchrone précédente. Alors voici un petit exemple de gestion des promesses façon old school avec les points d'N. J'ai tapé quelques mots-clés dans le browser pour voir quel genre d'enfer on peut rencontrer comme développeur quand on écrit du code asynchrone à l'aide des DN et des callbacks. Il faut se dire, bon, c'est un code qui est pas très bien écrit, mais disons quand on a des points d'N parfois et qu'on veut chaîner des traitements, on a parfois des traitements qu'on veut faire à l'intérieur même des callbacks. Et donc, parfois, on peut avoir des den à l'intérieur de den qui vont avoir des catch, qui eux-mêmes vont peut-être avoir des den. Et donc, vous pouvez potentiellement, si vous écrivez mal votre code asynchrone, déjà avoir une imbrication qui est horrible. Et aussi, ce qui est assez horrible à gérer, c'est que, imaginez que vous avez 400 lignes de code, eh bien, quand vous êtes dans une callback, au sein d'un den, vous savez plus trop où vous êtes, en fait. Et donc, si vous devez maintenir ce code, c'est un enfer, je vous assure. Et donc, voilà une belle motivation d'essayer de trouver un moyen d'écrire du code autrement. Mais pour faire la même chose. Toujours avoir des traitements asynchrones. Pourquoi c'est important d'avoir des traitements asynchrones? C'est juste un petit rappel, mais le fait de ne pas bloquer, par exemple, l'interface utilisateur le temps d'une fonction, le traitement de la fonction. Grâce aux promesses, on peut toujours interagir, offrir une réponse aux interactions des utilisateurs, tout en faisant, par exemple, l'appel à une API. Alors, je vais reprendre le code du site de la pizzeria où on faisait un fetch pour lire toutes les ressources de type pizza. C'est basic fetch ici dans la homepage. Et donc, anciennement, cette fonction asynchrone, une fois qu'on avait un résultat, eh bien, on captait ça dans un den et on passait donc une callback. On avait ici récupéré le stream qui était renvoyé par le fetch et on allait essayer de récupérer le body de la réponse en appelant cette méthode qui elle-même renvoyait une promesse. Et donc, une fois qu'on avait ce résultat, on le récupérait ici dans le den. Et donc, le den est utilisé pour chaîner les traitements et afficher le menu des pizzas une fois que le corps de la réponse avait été processé. Et donc, on avait ça ici dans cette variable pizza qui renvoie normalement un tableau d'objets. Et en cas de pépin, on avait le catch ici pour afficher un message dans la console. Sur le site du cours associé à cette vidéo, vous trouverez le petit tuto comment est-ce qu'on convertit finalement ce code à l'aide des mots-clés async await. L'idée ici étant de pouvoir écrire du code qui ressemble à du code synchrone, donc du code classique, mais tout en bénéficiant des effets donc, de code asynchrone. Et donc de pouvoir faire des choses en parallèle. Et donc toujours dans le tutoriel qui est offert sur le site du cours, vous avez un projet en fait et qui se retrouve aussi dans le repo des démos du cours. Vous avez le code mis à jour. Et donc qu'est-ce qui a changé? Vous voyez qu'on n'a plus de point d'N pour chaîner les traitements, mais on a un await. Ce
qui veut dire qu'avant d'aller à la ligne qui suit, on lui dit « Attends d'avoir un résultat de cette fonction asynchrone ». Et ce résultat, je le récupère dans cette variable. Ça, c'est pour récupérer le stream. Et puis, pour récupérer le body de la réponse du fetch, eh bien, on appelle aussi la fonction JSON, mais maintenant, on récupère le résultat dans la variable pizza. Et ici, vous voyez que on n'a pas mis de await. On fera le test après, mais ce qui est important, c'est de dire, c'est seulement une fois que j'ai ce résultat-là que je veux appeler la fonction qui va me faire un render du menu sur base de ce tableau d'objets. En cas de problème, quelle que soit la fonction asynchrone qui lancerait un problème, eh bien, on va utiliser le try-catch, un bloc classique de gestion d'exception. On dit, voilà, je monitore tout ce qui se trouve dans ce bloc-là, au sein du try, et en cas d'exception, je récupère l'erreur, l'exception qui a été soulevée, et je l'affiche dans la console. Alors, très important, si on veut chaîner des traitements, on met un await, et du coup, on est obligé, lorsqu'on a un await, d'avoir un async au niveau de la fonction parent dans lequel on fait appel à l'await. La fonction parent ici, c'est cette fonction arrow, arrow functions, qui prend pas de paramètres. Eh bien, on doit écrire async ici. Sinon, on ne peut pas utiliser le await. Alors, regardons le code qui s'exécute, bien sûr. Pour ça, on va lancer et l'API et le front-end. Il faut toujours d'abord lancer l'API si on veut avoir les résultats pour lire des pizzas. Voilà, je lance l'API. Ce fat model, c'est quelque chose qu'on a développé dans des précédentes vidéos et tutoriels. Et puis, je lance le front-end. Alors, nos outils de débugger, toujours pour voir ce qui se passe quand on fait de la programmation asynchrone. C'est toujours intéressant. Ici, quand on va donc dans le nom du projet, source, component, vous pouvez voir au niveau de la homepage, ici, j'ai déjà mis 2 breakpoints. Je veux juste vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on récupère le résultat de la méthode fetch. Vous voyez qu'ici, ça c'est une fonction asynchrone. Eh bien, quand on va à l'étape suivante, on a déjà le résultat quand on passe à cette ligne-ci. Et c'est ce qu'on va passer donc à cette fonction, un tableau d'objets. Et donc, tout va bien se passer. Je vais vous montrer maintenant une erreur qu'on fait très souvent quand on est jeune développeur et qu'on fait de la programmation asynchrone. Eh bien, parfois, on oublie que ce qu'on appelle, c'est une fonction asynchrone qui renvoie une promesse. Si j'oublie que cette fonction renvoie une promesse et que j'oublie de mettre le await, du coup, regardez ce qui va se produire. Donc, je sauve automatiquement hot reload, tout redémarre. Je vais voir ici, mon browser s'est rechargé. Et qu'est-ce qui se passe là? Mon breakpoint, je stoppe ici. Je fais step over. Et, qu'est-ce qu'on a ici? Une promesse. Et donc, on n'a pas attendu que la promesse soit résolue vers un résultat, qu'on passe déjà à la ligne qui suit, en passant la promesse. Et donc là, on peut voir ce qui se passe quand je rentre dans cette fonction. Eh bien, il va essayer d'afficher un menu sur une promesse. Il va pas y arriver, en fait. Et donc, ça va générer une exception et cette exception va venir s'afficher dans la console. Et donc, on a bien ici une erreur parce qu'il a essayé d'itérer sur un tableau d'objets, mais c'était une promesse. Et donc, ça ne marche pas. Donc,
Très important, quand on fait de la programmation asynchrone, pas oublier de mettre ses await. Et si on met un await, on est obligé de mettre un async au niveau de la fonction parent. En résumé, chaînons nos traitements à l'aide du mot-clé await. Du coup, on n'a pas le choix, on doit mettre un async au niveau de la fonction parent. Et pour gérer les exceptions, eh bien, on va utiliser un bloc classique try-catch. En faisant tout ça, on a du code qui ressemble et qui est du code classique du côté programmation synchrone, mais avec les effets du monde asynchrone. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Alors jusque-là, on a vu dans les vidéos précédentes que la façon de lire des ressources à l'aide de la fonction fetch. On va voir comment on peut utiliser la fonction fetch à l'aide de async await pour créer des ressources. Et donc on va voir comment créer une pizza. Alors sachez qu'il y a un tutoriel qui explique pas à pas comment créer d'abord l'écran qui va nous offrir un formulaire pour pouvoir introduire le titre, le contenu d'une pizza. Et puis lorsqu'on clique sur le bouton de ce formulaire, faire appel au fetch. Tout ça est expliqué dans le tutoriel. Nous, on va voir le résultat ici simplement parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté asynchrone principalement de l'opération. Alors dans le site ici de notre pizzeria, on a ajouté une fonctionnalité de add pizza. Et donc ici donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur la gestion asynchrone du traitement. Donc on a juste un menu, juste un formulaire, pardon, dans lequel on va pouvoir mettre un titre, je sais pas, la pizza rouge avec des poivrons, 3 petits points. Et ici, ce qu'on souhaite, donc, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton, on fasse appel à notre opération de notre web service qui est offert, donc, qui nous permet de créer une pizza à l'aide de la méthode fetch. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de sécurité, on ne doit pas se loguer pour pouvoir créer une pizza. Bien sûr, dans un site professionnel, pas tout le monde peut créer une pizza qui se rajouterait au menu. Il n'y a que l'admin du site, par exemple, ou les admins qui pourraient le faire. Ici, on simplifie juste pour je clique là. Je veux m'assurer que ma pizza s'affichera bien dans le menu par la suite. Donc, dans le code de ce tutoriel, on a Add Pizza Page. Je vais zoomer. Et donc, ce code, eh bien, on a une fonction donc, qui affiche la page avec le formulaire. On a la création du formulaire. Voilà, c'est juste un form avec des inputs. Vous voyez qu'on crée les éléments d'input. Et puis, on a associé au formulaire une fonction qui va être appelée onAddPizza lorsqu'on clique sur le bouton Submit du formulaire ou lorsqu'on appuie sur Enter sur notre clavier. C'est ça l'événement Submit, en fait, ici. Et lorsqu'il y a donc ce Submit, eh bien, on vient récupérer les valeurs qui sont dans les deux inputs de notre formulaire à l'aide des fonctions du DOM. Ici, on vient récupérer le titre. Là, on vient récupérer le content. Et donc, ça, j'avais écrit red pour le content, pour le titre. Et puis, j'avais mis poivron, 3 petits points, il me semble. Ça, c'est ce qui a été récupéré là. Et là. Et puis, je dois donc faire une requête de type une requête fetch. C'est une requête de type post, vu qu'on appelle la méthode de création. Et donc, si vous vous rappelez dans le RESTful API, parce que c'est une méthode de création, c'est donc post qu'on doit utiliser. Et donc, la méthode fetch attend ici un objet qui reprend les différentes options
avec la méthode, le corps de la requête. Le corps de la requête, il va être au format JSON. Et donc, on va lui passer un objet qui contient le titre et le contenu. Et là-dessus, on va appeler la fonction stringify, qu'on avait vu déjà dans une vidéo précédente, qui va créer une chaîne de caractères au format JSON de cet objet-là. Et pour rappel, title, ça c'est l'équivalent d'écrire title de point title. Je veux un objet dont la clé est title et dont le contenu est title. Le contenu de la variable title. Ça, c'est une notation plus courte pour écrire title de point title. Et puis, il faut indiquer à notre API que la requête qu'on fait, eh bien, les données qui sont contenues dans le body sont des données JSON. Comme ça, la RESTful API va pouvoir décoder ça. Si on lui dit pas quels sont les types de données, la RESTful API ne saura pas décoder le JSON qui est dans le body de cette requête. Ensuite, eh bien, on vient récupérer le résultat de la méthode fetch à l'aide ici du await pour s'assurer qu'on passe pas la ligne qui suit avant d'avoir le stream associé à ce fetch-ci. Et donc, si on a un await, on doit mettre un async ici. Et puis, même chose, lorsqu'on veut récupérer le body de la réponse, eh bien, on vient ici mettre un await. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, voilà, une fois que mon formulaire a été submité, que la réponse a été bien traitée, on va faire une redirection vers la page principale, la home page, en faisant l'appel à la fonction navigate qui est offerte par le routeur, qui est donnée dans le boilerplate du cours. Et donc, on navigue ici. En résumé, à ce qu'il y a à retenir lorsqu'on écrit une ressource à l'aide d'une requête fetch, eh bien, c'est que l'intégration de cette opération d'écriture au sein d'une interface homme-machine, c'est simplement le fetch, en fait. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut du résultat de l'opération d'écriture. Si c'est une opération d'écriture, le fetch va devoir indiquer dans ses options que c'est une méthode post et va devoir indiquer que les données qu'on envoie au web service eh bien, sont au format JSON. Très important. Jusque-là, on a vu comment utiliser des fonctions asynchrones à l'aide de async await. C'est vraiment intéressant de savoir créer aussi ses propres fonctions asynchrones qui vont renvoyer des promesses. Pour vous donner une idée de code qu'on devait écrire avant que async await existe, eh bien, voilà comment on crée une fonction asynchrone qui renvoyait une promesse. Il fallait créer une promesse à l'aide du constructeur de promesse qui recevait deux paramètres, le resolve et le reject. On peut donner les noms qu'on veut en fait à ces paramètres, mais l'idée c'était que le resolve, c'est la fonction qu'on appelle lorsque les données sont renvoyées par notre fonction asynchrone. Et le reject, c'est la fonction qu'on appelle lorsqu'on ne peut pas renvoyer de données parce qu'il y a eu une erreur. Et donc voilà, il fallait passer ici deux paramètres à une fonction et appeler ces paramètres étant eux-mêmes des fonctions et appeler resolve et reject ensuite au sein de notre traitement asynchrone dans nos callbacks. C'était pas évident. Maintenant, à l'aide de async await, voilà qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à ce même genre de résultat. Eh bien, on ferait comme ça. On aurait donc notre fonction ici asynchrone. Pourquoi elle est asynchrone? Parce qu'on met le mot-clé async. On chaîne nos traitements à l'aide des mots-clés await comme on a vu précédemment.
Et quand on veut renvoyer un résultat ici, eh bien, on retourne simplement une variable. Et puis, quand on veut... donc ça veut dire que la promesse résout avec un résultat. Et quand on veut indiquer que la promesse qui est renvoyée résout avec une erreur, et donc c'était ça c'est le resolve en fait, hein, c'est quand ça résout avec des données. Et puis ce qu'on a vu juste dans l'exemple précédent d'ancien code où on avait un reject, et ben le reject c'est quand on fait un throw error. Et automatiquement ça va permettre aussi de renvoyer une erreur, et donc c'est l'équivalent de la promesse qui résout vers une erreur. La fonction getAllPizza, maintenant, si on veut l'utiliser, eh bien, il suffira de l'appeler et on récupérera ici un tableau de pizza. Voilà. Mais attention, getAllPizza est elle-même une fonction asynchrone. Donc, si on crée une fonction asynchrone, quand on veut l'utiliser, si on veut faire quelque chose avec les pizzas par la suite, je sais pas, hein, par exemple, afficher les pizzas dans la console. Ici, si vous vous souvenez, c'est pas les pizzas qu'on va afficher, c'est un objet de type promesse. Donc, il faut pas oublier ici que si on veut utiliser, on doit mettre un await. Mais le problème, si on met un await ici, c'est qu'on est obligé d'avoir un async au niveau plus haut. Et donc ça, on va devoir le mettre aussi dans une fonction. Et donc pour pas perdre de temps, hein, en accéléré, si on voulait utiliser donc cette fonction directement dans le core ici, eh bien on devrait créer une fonction en plus qui serait async vu qu'on voudrait mettre un await et utiliser donc ce que renvoie getAllPizza et appeler ensuite ici renderPizza. Voilà. Ça fait pas mal de boilerplate, de code en plus, hein, mais voilà l'idée. En résumé, pour la création de fonctions asynchrones qui renvoient une promesse, on va pouvoir utiliser simplement le mot-clé async pour dire que cette fonction est asynchrone et renvoie une promesse. On va faire en sorte que pour que cette fonction retourne des données de manière asynchrone, eh bien, il y a juste un return de données à l'intérieur de la fonction. Pas oublier de mettre des await si nécessaire quand on veut chaîner des traitements. Et puis, si on veut que la fonction asynchrone renvoie, quand il y a un problème, une erreur, eh bien, on va faire un throw error. Voilà, ce sera tout pour ces vidéos concernant la programmation asynchrone. Vous êtes apte maintenant à faire des choses avancées et je vous dis à tout bientôt.